Vous êtes sociologue et politiste chargé de recherche première classe au CNRS et vous travaillez sur les politiques de santé et les recompositions de l'administration de ce secteur. Effectivement, pour le chercheur insoumis, il se passe quelque chose d'absolument inouï sur le front de la santé. C'est-à-dire que jusqu'aux années 2000, on pensait que le progrès sanitaire, c'était quelque chose d'inéluctable, d'irrépressible, d'irréversible, et que finalement, la durée de vie n'avait que pour limite, l'allongement de la durée de vie n'avait que pour limite les limites biologiques. Alors qu'on sait à peu près que c'est environ 115 ans. Ça nous laisse en général de beaux restes. Et pourtant, depuis les années 2000, les alertes se multiplient. Alors d'abord, on a eu une première alerte en 2002, puis en 2008, on a vu l'espérance de vie des femmes décrocher. Alors là, on nous a dit, ne vous inquiétez pas, dormez braves gens, c'est une simple péripétie par rapport à la route rectiligne des vies gagnées sur la mort. En 2011-2012, nouvelle alerte, l'espérance de vie sans incapacité, cette fois-ci, c'est-à-dire la plus importante, commence à marquer le pas. Encore une fois, on nous dit, ne paniquez pas, c'est une péripétie, le progrès sanitaire va reprendre sa marche inéluctable. Et voici, vous l'avez peut-être vu, qu'en janvier 2016, à la grande stupeur des experts, l'INSEE annonce que l'espérance de vie à la naissance a baissé en 2015 en France, cette fois-ci pour les hommes et pour les femmes. Et c'est une baisse non négligeable, n'en déplaise à Hervé Lebrun, une baisse de 3 mois et demi, ce qui était du jamais vu, foi de statisticiens. Alors pour compléter ce tableau en forme de moyenne, il faut mentionner 2 autres points. Premier point, en France, on est très content de notre système de soins. On pense qu'il est performant. Et pourtant, notre système de soins coexiste avec les inégalités sociales devant la maladie et la mort parmi les plus élevées d'Europe. Ça devrait nous interpeller collectivement. Et alors, non seulement ces inégalités sociales sont importantes, mais en plus, elles sont vécues comme une fatalité. C'est-à-dire qu'on considère comme normal qu'un ouvrier subisse une double peine par rapport à un cadre. C'est-à-dire qu'il vit 6 ans de moins, mais en plus, dans cette vie raccourcie, il vit en moins bonne santé. Et j'en veux pour preuve de cette passivité ou de ce fatalisme par rapport à ces inégalités sociales de santé. Eh bien, la dernière réforme des retraites, scandaleuse, a complètement ignoré la question de ce gradient social de santé, pénalisant les plus pénalisés. Enfin, troisième élément du tableau, un peu sombre, je l'avoue, on voit réapparaître chez les catégories sociales les plus fragiles, les plus démunies, des fléaux que l'on croyait remisés dans un passé révolu. La tuberculose, bien sûr, mais aussi la gale, la polio, la rougeole, en plus des maladies infectieuses émergentes. Alors, que penser de ce tableau un peu sombre? Alors, si on écoute les discours officiels, notamment ceux de l'INSEE, ces mauvais chiffres de 2015 ne relèveraient que d'un accident conjoncturel. Voilà. C'est-à-dire que ça serait lié à la situation épidémiologique, la grippe, ou à la météo. Il a fait chaud, puis il a fait froid, c'est surprenant. Et donc, il n'y aurait aucune raison de croire que la tendance puisse s'inverser durablement. Donc là encore, c'est la thèse de l'accident. En réalité, de nombreux travaux épidémiologiques et de sciences sociales invitent à retirer les lunettes roses des officiels. Alors, premier élément, rappelons d'abord, et je le dis parce que je le dis toujours dans les conférences, que 80% des facteurs de santé ne relèvent pas du soin médical. Ce qui impacte d'abord la santé, ce sont les environnements de vie et de travail. Ce sont les modes de consommation. C'est l'éducation. C'est le degré de cohésion sociale. Et à cette aune, eh bien, il n'y a pas de quoi être optimiste. D'abord, premièrement, la croissance de l'exposition à des substances chimiques, comme les perturbateurs endocriniens, est vraisemblablement responsable de l'épidémiologie de maladies chroniques que nous connaissons dans le monde et en France. Recrudescence des cancers, des diabètes. Ensuite, deuxième élément, l'intensification et la dégradation des conditions de travail pour des milliers de salariés sont à l'origine de la recrudescence des accidents du travail et des maladies professionnelles. J'en profite pour dire, parce qu'on parlait du bouchage du trou de la Sécu, que effectivement Marisol Touraine s'est réjouie du fait... Ah déjà, bon, d'accord. Bon, je vais passer. Ensuite, donc le chômage. Hein, les chômeurs, on les dépeint souvent, et de plus en plus souvent, en assistés bienheureux. Eh bien, il se trouve qu'un chômeur, 1 an après être arrivé au chômage, voit son espérance de vie diminuer d'1 an par rapport aux salariés.
Je pourrais parler des inégalités scolaires, je pourrais parler des inégalités de logement. Mais plus généralement, il faut le savoir, une société inégalitaire du point de vue de la répartition de la richesse est une société intrinsèquement pathogène et qu'il est illusoire d'espérer un progrès sanitaire partagé, voire un progrès sanitaire tout court, dans une société marquée par les inégalités de toutes sortes. J'en finirai, puisque j'ai dépassé le temps, sur le fait que la santé est le meilleur indicateur du degré de civilisation d'une société. Plus une société est précaire, plus elle est inégalitaire, plus elle est violente, plus elle est polluante, plus elle est pathogène, et pas seulement pour les plus modestes. Alors certes, ce sont les plus modestes qui vont trinquer en premier, mais tôt ou tard, les autres catégories sociales seront touchées. En fait, si la solidarité recule parfois dans les têtes, elle n'en demeure pas moins un état de fait incontournable, comme l'avait d'ailleurs bien compris le mouvement hygiéniste à la fin du XIXe siècle. On ne peut espérer rester en bonne santé si les autres autour de soi sont malades. Merci.